le foie est un bouclier pour tout l'organisme. Ça veut dire que tout l'organisme va bénéficier du fait qu'on prend soin de son foie et du coup on va augmenter et sa qualité de vie et son espérance de vie. AVS avec Philippe Robichon. AVS, aujourd'hui, je vais dire à votre souche. Et quand je parle de souche, je parle de souche de probiotiques avec mon invité, le professeur Gabriel Perlemuter. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes chef de service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Oui, puisque vous êtes aussi nutritionniste. Aussi nutritionniste, et je pense qu'en 2023, quand on travaille sur le foie, vu l'épidémiologie des maladies, il faut ou être nutritionniste, ou oncologue, c'est-à-dire cancérologue pour s'occuper des cancers du foie, ou hyper spécialisé dans la greffe, vu l'épidémiologie aujourd'hui des maladies du foie. On devrait dépister le cancer du foie ? Le cancer du foie est maintenant le 4e en fréquence. Mais il n'est pas dépisté. Et son incidence, c'est-à-dire sa fréquence, continue d'augmenter. Il est dépisté chez les personnes qui ont une cirrhose tous les 6 mois. La cirrhose, c'est une cicatrisation du foie. Il n'est pas dépisté chez les personnes qui n'ont pas de cirrhose, alors qu'aujourd'hui, à cause de l'alimentation, 50% environ des cancers du foie surviennent sans cirrhose. En termes personnels, je pense qu'il faut le dépister quand on connaît les facteurs de risque. En termes de santé publique, quand on décide de faire un dépistage de masse, c'est-à-dire sur toute la population, il faut que ce soit, je suis désolé de le dire ainsi, mais il faut que ce soit rentable pour l'économie de la santé. Mes patients, je les dépiste parce qu'ils ont des facteurs de risque. Et en quoi il consiste donc ce dépistage du cancer du foie ? Alors il faut connaître les facteurs de risque de cancer du foie. Quand vous êtes un homme, vous avez plus de risques que quand vous êtes une femme. Quand vous dépassez 55 ans, vous avez plus de risques que quand vous en avez moins. Quand vous avez les enzymes du foie qui augmentent, vous avez un risque à augmenter. Quand vous êtes en surpoids, quand vous avez un diabète, là, je pense qu'il faut dépister le cancer du foie. C'est ce que je fais pour mes patients. Le dépistage est simple. C'est une échographie du foie. On recherche s'il y a des nodules dans le foie. Ça permet d'arriver tôt et de guérir les patients. Vous dites dans votre nouveau livre qui s'appelle Foie 100, comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans chez Flammarion, qu'en termes de foie, on peut revenir en arrière presque à tout moment. Absolument, c'est ça qui est génial avec le foie. Le foie est un organe qui régénère, donc je dirais que c'est jamais trop tard pour prendre soin de son foie. Plus vous êtes jeune, plus c'est facile, mais même quand on avance, si on commence à prendre soin de son foie, le foie est un bouclier pour tout l'organisme. Ça veut dire que tout l'organisme va bénéficier du fait qu'on prend soin de son foie et du coup on va augmenter et sa qualité de vie et son espérance de vie. Bon, c'est le mois du jeûne, du mois de Ramadan. Vous-même, vous êtes un jeûneur. Vous êtes un jeûneur intermittent. Vous avez opté pour quelle option du jeûne intermittent ? Alors vous avez beaucoup de chance de faire le Ramadan parce que pour votre santé, ça peut être vraiment très bien. Le jeûne intermittent, sur quoi ça repose ? Ça repose sur le fait, ça vient beaucoup des États-Unis, qu'aux États-Unis, on mange tout le temps. Et comme on mange tout le temps, à 10h, à midi, à 14h, on grignote. Comme on mange tout le temps, votre pancréas va fabriquer tout le temps de l'insuline pour le sucre que vous mangez. Et du coup, comme il fabrique tout le temps de l'insuline, vous allez stocker. Et du coup, vous allez grossir, vous allez stocker sous la peau de la graisse et dans vos organes, en particulier dans le foie. Le rationnel du jeûne intermittent, c'est que du coup, vous allez vous mettre à jeun pendant une période assez longue qui permet d'utiliser les sucres et les graisses que vous avez en vous, de diminuer votre sécrétion d'insuline et donc d'avoir moins d'inflammation, d'avoir moins de graisse et de vieillir moins vite, puisque plus on a d'insuline, plus on vieillit vite. C'est ce qu'on appelle la méta-inflammation. Le jeûne intermittent, vous mettez pendant, on va dire, 16 heures, idéalement. Après, on ne peut pas tous faire 16 heures. Le 16-8. Le 16-8, voilà, votre organisme sans apport alimentaire, et du coup, vous allez consommer tout le sucre qui est en vous, et vous allez déstocker, et même au bout de ce temps-là, commencer à aboutir à la formation de ce qu'on appelle de corps cétoniques qui auront un effet anti-inflammatoire. Ça peut être compliqué à faire. Vous avez une autre méthode qu'on appelle la méthode 5-2, où 2 jours par semaine, vous mangez, 2 jours par semaine, vous êtes à jeun, excusez-moi le lapsus, et 5 jours par semaine, vous êtes libre de votre alimentation. Et les études ont montré que, automatiquement, les 5 jours où vous êtes libre de votre alimentation, vous allez vous autoréguler pour avoir une meilleure santé.
Et chez certaines personnes, c'est plus facile, par exemple, de vous dire, par exemple, le mardi, le jeudi, je jeûne ou je mange juste des légumes et les autres jours, je suis libre. Et du coup, vous allez mettre votre organisme avec moins d'insuline qui va être sécrétée, une consommation de votre propre sucre qui est stocké dans votre foie, de votre propre graisse, et vous irez mieux et vous vivrez plus longtemps. Alors, expliquez-nous ce qui se passe au niveau du foie quand on jeûne. Alors, on va prendre par exemple les canards ou les oies, puisque vous connaissez tous le foie gras. Les canards ou les oies devaient faire, ou même les oies sauvages, de longues migrations de l'hémisphère nord vers l'hémisphère sud pour migrer pendant les saisons d'hivernage, par exemple. Elles ne devaient pas atterrir pendant ces moments-là. Et pour ne pas atterrir, elles devaient stocker beaucoup d'énergie pour pouvoir voler et voler et voler des milliers de kilomètres. Cette énergie est stockée dans leur foie et ce sont des animaux qui ont une aptitude naturelle à faire du foie gras. Le foie se stocke de graisse parce que le foie ne sait pas stocker le sucre. Donc quand on mange trop de sucre, le sucre est transformé en graisse par le foie pour être stocké et être libéré progressivement. Comme le réservoir de votre voiture, vous mettez de l'essence ou de l'électricité, c'est beaucoup plus tendance, et vous pouvez rouler entre 400 et 800 km sans refaire le plein. Et donc, quand vous stockez, vous avez votre réserve d'énergie. Quand vous jeûnez, vous libérez cette énergie, vous allez déstocker et vous irez mieux sans manger. Cette énergie sous forme de sucre ? Alors, cette énergie sous forme de sucre, cette graisse va être... D'abord, vous allez, quand vous êtes à jeun, le sucre que vous avez dans votre foie, vous avez une réserve pour 12 heures environ 75 grammes de sucre. C'est pour ça que quand vous êtes à jeun, votre glycémie, elle reste normale. Elle ne va pas chuter parce que votre foie va libérer le sucre qu'il y a en lui. Une fois que ces 70 à 80 grammes de sucre sont consommés en 12 à 16 heures, eh bien le foie va utiliser la graisse qu'il a en lui, la graisse qu'il y a dans votre corps, pour fournir de l'énergie à l'organisme. C'est ça qui se passe en ce moment, pendant votre journée de jeûne. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Absolument. Et donc, vous avez beaucoup de chance de faire le ramadan parce que le matin, vous allez manger et ensuite, vous allez puiser dans vos réserves, puisque vous ne mangez pas à midi, pour déstocker. Le problème du ramadan, c'est que en termes idéal dans le biorhythme, parce que le foie a un biorhythme, ce ne serait pas le déjeuner qu'il faut sauter, mais plutôt le dîner. Plus on avance dans la journée, normalement, moins il faut manger. Et donc, en fait, pour utiliser ce ramadan pour votre santé, ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement compenser ce jeûne le soir, parce que là, vous aurez un rebond d'inflammation. Alors que si vous faites attention le soir, après cette journée de ramadan, eh bien, au contraire, vous allez diminuer votre inflammation et c'est là où ça peut être bénéfique pour vous. Sinon, c'est juste le contraire qui peut se passer. D'ailleurs, d'une certaine façon, c'est l'esprit du jeûne, donc dîner léger et faire le gros repas donc de la journée le matin avant la reprise du jeûne. Absolument. Le matin, vous faites votre petit déjeuner de reine ou de roi avec un peu de pain. Avec sur votre pain, sentez-vous libre de mettre du beurre, du fromage. Même si vous voulez, culturellement, vous pouvez mettre un peu de miel, pas trop parce que c'est très sucré, mais juste pour colorer. Vous pouvez prendre un œuf, vous pouvez même prendre un avocat. Pour boire, vous allez prendre un thé ou un café qui va protéger le foie, qui ont tous les deux des actions anti-inflammatoires. Vous n'allez pas prendre de jus de fruits parce que dans un jus de fruits, il n'y a pas de fibres, il y a juste du sucre et en plus du fructose. En revanche, vous allez manger un fruit, des fruits antioxydants, des fruits que je dis Jedi parce qu'ils vont vous protéger. Et par exemple, si vous prenez une pomme qui est bourrée de pectine et bourrée d'antioxydants, vous allez protéger votre foie, vos bactéries, vous allez colorer tout ça avec des fruits antioxydants peu sucrés comme les myrtilles par exemple, et vous aurez votre petit déjeuner de roi ou de reine qui va vous permettre de tenir sans problème jusqu'à votre dîner. Et pas de confiture. Alors la confiture, c'est juste pour colorer. Vraiment, vous mettez un peu de rouge sur votre tartine, mais pas plus, parce que si vous en prenez trop, vous aurez trop de sucre et vous perdrez l'effet bénéfique de ce petit déjeuner de roi. Alors vous avez parlé de thé. Le thé, c'est pas mauvais pour le foie ? Alors, le thé et le café ont été des boissons extrêmement étudiées. Les deux boissons ont des antioxydants très importants et vous protègent. Que ce soit le thé noir, le thé vert, le thé à l'amande, ça va vous protéger.
Dans certains thés, c'est très rare, mais il faut savoir que ça existe, et vous avez raison, Philippe, il y a des impuretés qui sont dedans, ou des composés qui peuvent être toxiques pour le foie. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc, dans l'immense majorité des cas, 99% des cas, le thé va avoir un effet bénéfique, et il va y avoir moins de 1% des personnes où effectivement, il peut y avoir des hépatites liées au thé ou à d'autres produits qu'on consomme. Et d'ailleurs, les hépatologues appellent ça les HILI, H-I-L-I, pour Herbal Induced Liver Injury, les maladies du foie liées aux herbes, donc aux plantes qu'on mange. Oh, mais là, c'est lié à la qualité du thé, en fait. Absolument. C'est pas le thé en général qui est mauvais pour le Absolument. Le thé est très antioxydant et bénéfique pour la santé. Pourquoi on n'a pas faim quand on jeûne ? Alors, effectivement, quand on jeûne, on n'a pas faim. La faim, quand on arrête de manger, va survenir pendant les 12 à 24 premières heures. Mais les personnes qui font une greffe de la faim n'ont pas faim. Une fois que vous avez consommé toutes les réserves en sucre que vous avez dans votre foie, le métabolisme va switcher vers un processus qu'on appelle de cétogénèse qui va aboutir à la formation de corps cétoniques. Ce sont des corps qui ont une activité anticancéreuse, anti-inflammatoire, et c'est la base du régime cétogène, qui vont vous protéger, qui vont avoir comme effet bénéfique, on l'a dit, ça va diminuer l'inflammation, ça va diminuer le risque de cancer. Ça va couper l'appétit, c'est pour ça que vous n'avez pas faim. Et comme effet délétère, ça peut vous faire mal au ventre, au moins au début, et mal à la tête, au moins au début. Voilà, avec le professeur Gabriel Perlemutter, qui est notre invité ce matin, pionnier de la recherche sur le microbiote. Vous publiez Foie 100, comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans, un livre que vous avez écrit avec Zéphyr, votre chien, qui vous fait patienter jusqu'au dîner le soir. Absolument, Zéphyr est un chien merveilleux, très intelligent, surtout très sympa, et qui fait du jeûne intermittent, puisqu'il mange le matin et le soir. Il mange ses croquettes. Alors, la qualité des croquettes, je ne sais pas. Ah oui, il n'y a pas des croquettes enrichies en probiotiques. Il n'a pas des croquettes enrichies en probiotiques, mais il fait très attention à son alimentation pour ne pas grossir. Donc, il la mesure tous les matins et tous les soirs. Bien, il y a beaucoup de choses sur le foie et sur la façon de s'alimenter dans votre livre. Vous parlez du jeûne que vous pratiquez toute l'année, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous êtes dans la méthode 16-8. Je pensais au mois du Ramadan en vous lisant et je me disais, mais est-ce que l'idéal, ça serait pas de coupler le jeûne du mois de Ramadan avec une détox sucrée, en fait ? C'est-à-dire qu'en fait, puisque vous disiez tout à l'heure que le foie, dans la journée, va taper dans ses réserves de sucre, qu'après, une fois qu'il a fini de taper dans les réserves de sucre, il tape dans les réserves de graisse. Absolument. Donc finalement, si on supprime le sucre pendant un mois, ça veut dire qu'on pourrait s'alléger de la graisse qu'on a. Absolument. Alors tout dépend qui on est. Si on est une personne en bonne santé, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. En revanche, si on a des problèmes de foie, de surpoids, de diabète, de cœur, de tension artérielle élevée, là, l'idée que vous proposez, Philippe, est excellente. Vous allez diminuer pendant ce mois de Ramadan votre consommation de sucre. Vous allez déstocker du coup le propre sucre du foie, puis vos graisses, et vous allez enchaîner un processus anti-inflammatoire, anticancéreux dans votre organisme. Tout le problème va être comment vous allez rompre ça. Si vous rompez ça en reprenant les habitudes que vous aviez avant, vous aurez un rebond d'inflammation. Et là, c'est pas la bonne solution. Donc c'est obligatoire, ça. Voilà. Donc, en revanche, si c'est un tremplin pour après faire plus attention à vous, à ce que vous mangez, à vos bactéries, à votre foie en fait vous parle, eh bien, là, c'est une bonne méthode. Quand on pratique un jeûne intermittent, quel est le repas finalement qui est le préférable de sauter ? C'est le petit déjeuner ou le dîner ? Alors, beaucoup de mes patients se donnent bonne conscience en disant je fais du jeûne intermittent et du coup je saute mon petit déjeuner et du dîner jusqu'au lendemain midi, j'ai mes 16 heures sans manger et du coup je fais mon jeûne intermittent. Or, d'une part, la majorité des patients que je vois qui ont des problèmes de foie ou de surpoids, c'est le petit déjeuner qui saute. Et d'autre part, les études ont bien montré que le foie avait un rythme de vie. Et autrement dit, le foie, il aime bien manger le matin, il aime moins manger le soir. Il a sa propre horloge. Vous parliez tout à l'heure de biorhythme, qui est le mot consacré au rythme du foie. Absolument. Donc le foie a son biorhythme. Et plus on avance dans la journée, moins le foie
moins doit manger, moins il faut manger. Donc après, il y a toutes les contraintes sociales où on ne peut pas être toujours en adéquation avec la théorie biologique, et le ramadan le montre, c'est le soir qu'on remange. Mais dans un monde idéal, c'est le matin qu'il faut mieux manger et le soir qu'il faut moins manger. Et d'ailleurs, les personnes qui font des longs voyages en avion, des jet lag, ont, lors du jet lag, en attendant que l'horloge interne se remette en route, une résistance à l'insuline qui va apparaître par l'intermédiaire du microbiote intestinal, à cause de ces modifications du biorhythme. Et donc le biorhythme du foie, c'est plus manger le matin, moins manger le soir. Moi, c'est pas ce que je fais, parce que le soir, je mange avec Zéphyr, je mange avec mes filles. Mais dans un monde idéal, il faudrait moins manger le soir. Combien de jours l'organisme met-il à récupérer d'un jet lag ? Globalement, et ça se voit aussi pour ici, quand on est passé récemment à l'heure d'été, c'est globalement 1 heure par jour. Et ah oui, d'accord. Si vous avez un jet lag de 6 heures, il vous faut une semaine. Jours, il vous faut une semaine. Oui, il vous faut une semaine. Sous l'effet des avancées de la médecine, écrivez-vous, et des modifications de nos modes de vie, les maladies du foie ont changé. Alors, quelles sont les maladies qu'on ne voit plus, et quelles sont les nouvelles maladies qui apparaissent concernant le foie ? Alors oui, les maladies du foie ont changé, continuent de changer. Quand j'ai commencé, mais c'est vraiment un miracle d'ailleurs, quand j'ai commencé mes études de médecine, par exemple, il y avait beaucoup de maladies virales du foie, et l'hépatite C n'existait pas. L'hépatite C, c'est une maladie virale qu'on attrape par transfusion, par toxicomanie. Et donc, on parlait même d'hépatite non A, non B. On avait l'hépatite B aussi, les premiers vaccins commençaient à arriver. Et donc, les personnes avaient des hépatites virales qui entraînaient des cirrhoses, des cancers du foie. Et aujourd'hui, en 2023, on est vacciné contre l'hépatite B, donc il n'y en a presque plus, sauf dans les populations migrantes. Les hépatites C, on les traite remarquablement bien en 8 à 12 semaines, donc il n'y en a quasiment plus. Et on les voit beaucoup chez les migrants, ou dans des milieux particuliers de toxicomanie, on s'échange le virus, mais même de moins en moins. On a l'hépatite D ou Delta qui est beaucoup chez les migrants. En France, il n'y en a quand même pas tellement. En revanche, ce qu'on voit, c'est des maladies malheureusement auto-infligées. On peut s'infliger d'un cancer du poumon en fumant. Et puis aujourd'hui, les maladies du foie, c'est les maladies liées à l'alimentation occidentale, trop sucrée, trop grasse, à l'alcool, qui reste quand même une des premières causes de maladies du foie. Et quand on mélange l'alcool et la malbouffe, on fait exploser les maladies du foie. Et paradoxalement, alors qu'il n'y a plus de maladies virales, le cancer du foie est un cancer dont la fréquence augmente, et on se l'inflige parce qu'on ne fait pas attention à nous-mêmes. Et vous dites que paradoxalement, la majorité des personnes atteintes d'une maladie du foie liée à l'alimentation meurent à cause d'une défaillance directe du cœur. Comment vous l'expliquez ? Alors effectivement, imaginez votre foie. Le foie, quand vous mangez, l'alimentation va être digérée, va passer dans la circulation sanguine par une veine qu'on appelle la veine porte, et puis arriver dans votre premier organe, c'est le foie. Et vous allez imaginer, vous fermez les yeux et imaginez votre foie comme soit un bouclier qui va empêcher les toxines, la malbouffe de rentrer dans le reste de votre corps, le cerveau, le cœur qui vient après le foie, ou comme un filtre qui va tout filtrer pour qu'après votre organisme soit épuré par le foie. Si vous tapez trop sur un bouclier, il va finir par se briser. Si le filtre, vous l'encrassez trop, il ne va plus fonctionner. Et du coup, quand le foie devient malade, le cœur va être touché, les vaisseaux vont être touchés, le cerveau va être touché. Les maladies du foie sont des maladies qui évoluent lentement. On a le temps de les dépister. Les maladies du cœur, quand vous êtes malade du cœur, ça peut aller très vite, vous pouvez faire une mort subite. Et donc les personnes qui sont malades du foie, pour ces raisons, meurent en premier du cœur avant de mourir du foie. Donc c'est très important, quand vous avez le foie malade, de dépister les maladies du cœur. Alors, les maladies de société dont vous parlez, on les appelle les MAFOLD, c'est ça ?
Alors, les maladies de société pour le foie, c'est ce qu'on appelait la NAFLD, pour Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Donc, c'est un gros mot pour dire la maladie du foie non alcoolique. Et puis après, on s'est rendu compte que dans la vraie vie, on pouvait à la fois être un peu en surpoids et puis prendre un peu d'alcool pour se faire plaisir et sans pour autant être ivre. Mais quand vous mélangez les deux, en fait, ça ne s'additionne pas, ça se potentialise, ça se multiplie l'un l'autre. Et donc, pour se rapprocher de la vraie vie, les hépatologues ont mis le terme de MAFLD pour Metabolic Associated Fatty Liver Disease. C'est donc les maladies métaboliques ou nutritionnelles du foie où vous pouvez faire rentrer dedans à la fois la consommation d'alcool et la malbouffe. Et quand vous êtes par exemple un petit surpoids, pas forcément vraiment gros, ou une petite consommation d'alcool, pas d'ivresse, mais quand vous associez les deux, si vous avez des mauvaises bactéries, si vous avez des gènes qui ne vous protègent pas, eh bien, vous avez un risque de faire une maladie du foie. Il faut vous dépister. Donc là, on va vers la NASH, c'est ça. Donc la NASH, en fait, est une des étapes de la MAFLD. La MAFLD, ça peut être juste un peu de graisse dans votre foie, ça peut être de la graisse et de l'inflammation, ça peut être une hépatite, une inflammation sans virus liée à l'alimentation. Quand il y a trop d'inflammation, en fait, le foie va cicatriser. Ça peut être donc quand le foie cicatrise, les cellules normales sont remplacées par du tissu fibreux, ce qu'on appelle la fibrose. Et quand il y a beaucoup de fibrose, la cicatrice est plus importante, ce qu'on appelle la cirrhose. Et puis, si vous avez pas de chance, si vous avez une malbouffe, vous mettez un peu d'alcool, vous pouvez faire aussi, malheureusement, un cancer du foie. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait le dépister, qui peut survenir soit sur une cirrhose, soit maintenant on le sait, même sans cirrhose. Alors c'est le même principe que quand on gave une oie ou un canard, c'est exactement la même chose. Alors le principe est le même, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Parce que alors déjà il faut comprendre, quand vous gavez une oie ou un canard, vous ne la gavez pas avec des graisses, vous la gavez avec des céréales, donc avec du sucre. Parce que le foie ne sait pas stocker plus que 80 grammes de sucre, il va les transformer en graisse. Et le foie ou le canard, si ce sont des canards d'élevage, effectivement, ils vont faire une maladie du foie avec du gras, et puis après vous allez le manger, donc vous n'aurez pas d'hépatite ou de cirrhose ou de cancer. L'animal, vous le mangerez son foie avant. Quand c'est des canards ou des oies sauvages, après ils vont faire leur migration, et donc la graisse qu'il y a dans le foie va être utilisée. Mais le foie se dégraisse donc. Et donc le foie se dégraisse. C'est ça que ça veut dire. Absolument. Vous, quand vous avez un surpoids, si vous n'avez pas une activité physique suffisante pour compenser, pour utiliser l'énergie qu'il y a dans votre foie, ou si vous continuez à trop manger, eh bien là, comme il n'y a pas de déstockage, vous risquez de faire une maladie du foie plus sévère que simplement un peu de graisse dans votre foie. Si vous avez juste de la graisse dans votre foie, qui peut être juste un lieu de stockage sans qu'il y ait une inflammation, c'est pour vraiment rassurer vos auditeurs. Vous pouvez avoir des graisses neutres, juste un lieu de stockage sans inflammation, et votre foie va aller bien. D'autres personnes vont avoir des graisses toxiques qui vont entraîner un processus inflammatoire, et c'est là où c'est plus important. Et la quantité de graisse dans votre foie n'est pas forcément corrélée à la sévérité de l'atteinte du foie. Ce qui vraiment rend le foie malade, c'est l'inflammation que va provoquer la graisse et la cicatrisation par la fibrose. Avec le professeur Gabriel Perlemutter qui est avec nous, vous êtes chef de service hépato-gastro-entérologie et nutrition de l'hôpital Antoine Béclère à Clamart. Pour ceux qui vous connaissent, vous êtes un des pionniers du microbiote en France. Vous travaillez actuellement sur des souches de probiotiques qui vont protéger le foie. Oui, on travaille là-dessus. Je sais que vous n'aimez pas qu'on le dise. Bon, en tout cas, vous travaillez sur l'avenir. En tout cas, vous êtes un chercheur, c'est ça. Absolument. Il faut qu'on comprenne. Vous cherchez. Je dirige une équipe de recherche et avec ma collègue Anne-Marie Cassard, une équipe de recherche où on travaille sur l'interaction entre le microbiote intestinal, donc les bactéries digestives, et le foie. Et je dirige effectivement à l'hôpital Béclère à Clamart, dans le cadre de l'université Paris-Saclay, un service où on s'occupe des patients, beaucoup, soit qui ont des maladies du foie liées à l'alimentation, à l'alcool, au surpoids. On a un service d'obésité et bien sûr, malheureusement, on soigne les patients qui ont des cancers digestifs. Vous avez eu un Nobel il n'y a pas très longtemps. Pas du tout. Par contre, on a eu un prix pour un des livres... La science libre. Il n'y a pas eu un prix Nobel à Saclay il n'y a pas longtemps? Il y a des prix Nobel, il y a des prix aussi de mathématiques. Notre université Paris-Saclay est la première université dans le classement en France des universités. C'est quand même, voilà, ça bouillonne. Voilà, et vous devez votre passion pour la médecine à deux gentils microbes, Robin et Amélie, mais ça c'est pour d'autres histoires, et à votre papa Léon, qui était aussi lui-même, parce que vous êtes un enfant de la balle en fait. En fait...
Voilà, mon père était un grand professeur de médecine, pas loin d'ici, à Créteil, en endocrinologie. Et le soir, il me racontait l'histoire de 2 gentils microbes. Donc, il était précurseur aussi, alors que tout le monde disait que les microbes étaient méchants. Robin et Émilie, ils me racontaient ça le soir, qui protégeaient notre organisme. Voilà. Votre papa était précurseur sur l'insuline, notamment. Mon papa était un des premiers à utiliser les pompes à insuline en France, oui, pour les personnes qui avaient un diabète. Bien, comment dégraisser son foie, on va le voir, mais déjà, pour ceux qui veulent se dépister, vous pouvez le faire à la maison. Bon, attention, sortez votre tour de taille. Comment on appelle ça, 1 mètre ? Oui, 1 mètre de couturière, c'est très simple. Oui. Voilà, et donc vous prenez 1 mètre de couturière, et puis vous allez vous mesurer le tour de taille au niveau de l'ombilic. Voilà, sans tricher, sans rentrer le ventre, ni le sortir, simplement le tour de taille. Je vous vois soupirer, Philippe, mais au contraire, vous avez beaucoup de chance. Oui, je sais, de pouvoir le faire encore. Ouais. Et donc, vous mesurez votre tour de taille. Donc, chez les personnes occidentales, enfin européennes, si un homme a un tour de taille supérieur à 94 cm, une femme supérieure à 80 cm, je lui conseille de faire un dosage demandé par son médecin traitant des enzymes du foie pour voir comment va son foie. Qui s'appellent comment, les fameuses enzymes du foie ? Voilà, des noms fantastiques. Voilà, donc faites des enzymes très simples, vous faites ce qu'on appelle la gamma-GT, les alates, les azates, et puis vous regardez comment elles sont. Si elles sont un peu élevées, et donc on ne marchande pas avec les normes, si elles sont un peu élevées, vous devez faire aller plus loin dans l'examen de votre foie et vous poser des questions. Et après on dégraisse. Et après, on regarde avec son médecin si c'est bien à cause de notre alimentation ou autre chose. L'alimentation, j'englobe le sucre, les graisses, l'alcool. Et puis ça vous permet au contraire d'avoir beaucoup de chance et de vous protéger pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il y a d'autres tests clés ou c'est le seul, le tour de taille ? Après, il y a des tests plus compliqués. On peut simplement se peser, se mesurer, et on mesure ce qu'on appelle l'index de masse corporelle, c'est le poids sur la taille élevé au carré. Donc tout ça, c'est de la statistique. Si vous êtes supérieur à 25, vous avez un risque de faire une maladie du foie. Vous pouvez mesurer ce qu'on appelle la hauteur abdominale. Vous êtes allongé et quand vous êtes allongé, vous mesurez la hauteur du lit où vous êtes allongé jusqu'au sommet de l'ombilic. Si vous êtes supérieur à 25 cm, eh bien, vous avez un risque de faire une maladie du foie. Ce sont des examens de dépistage extrêmement simples. Le plus simple, le meilleur, c'est le tour de taille. On peut faire tout, et puis comme c'est du dépistage, après on est plus précis en mesurant les enzymes du foie. Après, il y a des examens plus compliqués, comme les plaquettes qu'on peut mesurer. Voilà, le plus simple, c'est quand même le mètre de couturière. Bien. À part le lait de chamelle, quels sont les aliments qui protègent le foie et quels sont les aliments toxiques ? Alors c'est très amusant, le lait de chamelle, parce que le lait est très décrié. En fait, le lait de vache n'est ni bon ni mauvais. C'est un aliment chez l'adulte qui n'a pas tellement d'intérêt. Le lait de chèvre ou de brebis ont à peu près les mêmes compositions, parfois sont un peu mieux tolérées, surtout chez les personnes qui ont une intolérance au lactose. Et puis le lait de chamelle a été très étudié par mes collègues de certains pays où il y a des chameaux, enfin des chamelles plutôt, parce que les pays sont chauds, et donc les personnes se nourrissent toujours de lait de chamelle. Et donc ce lait pourrait être plus antioxydant que les laits qu'on trouve dans nos contrées, avec la lactoferrine dedans. Et par mes collègues, notamment en Égypte, ont été étudiés, ou en Mongolie, ont montré que dans des modèles animaux, des souris, ça pouvait protéger le foie de ces souris. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'appliquer à l'homme, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une citerne de lait de chamelle pour aller mieux, mais vous pouvez prendre du lait de chamelle et ça va peut-être vous aider si vous avez à côté de ça une bonne alimentation. Alors quels sont les aliments qui protègent ? Alors c'est ce que j'appelle les aliments Jedi en fait. Ce sont des aliments qui vont protéger à la fois votre microbiote et votre foie. Dans les aliments Jedi, vous avez par exemple certains fruits qui sont riches en pectine. La pectine et nous on l'a bien montré dans mon équipe de recherche, la pectine qui va protéger votre microbiote, qui va protéger votre foie. C'est comme un prébiotique qu'on peut trouver dans la peau des pommes, donc prenez des pommes bio. On peut trouver aussi des aliments protecteurs qui contiennent de l'inuline, un autre prébiotique, et puis des antioxydants comme l'ail, les échalotes, les oignons.
Vous pouvez trouver aussi des aliments qui vont vous protéger dans certains légumes, comme les brocolis, comme les asperges qui sont en train d'arriver. Dans certains aliments colorés comme les tomates. Au prix des asperges, on est tranquille. Hein. Alors c'est ça où c'est vraiment injuste. Et vous avez raison, Philippe. Ah ouais, alors, c'est vraiment injuste parce que bien se nourrir, ça prend du temps et ça coûte cher. Et c'est là où il y a une véritable injustice. Et les études épidémiologiques montrent bien que le risque de faire des maladies est inversement corrélé au niveau socio-économique. Et je trouve que c'est une véritable injustice. Vous avez raison. Alors on va revenir aux tomates donc. Absolument. Ouais. Les tomates sont des aliments très antioxydants qui peuvent vous protéger. Et on parlait du petit déjeuner tout à l'heure. Et on peut très bien agrémenter son petit déjeuner, je le fais moi-même, d'une tomate par exemple, pour vous protéger. Et chaque assiette que vous mangez dans votre journée doit être colorée, c'est-à-dire ne doit pas avoir que du blanc ou du jaune avec des pommes de terre, du riz ou des pâtes, mais vous devez la colorer en vert, vous devez la colorer en rouge. Sauf avec des petits pois. Sauf avec les petits pois qui sont inféculents. Vous pouvez... C'est pas des légumes les petits pois, c'est dommage. Non, mais vous pouvez prendre à côté des courgettes, vous pouvez prendre à côté des brocolis, vous pouvez prendre à côté des haricots verts. Donc vous pouvez la colorer autrement. Vous la colorez aussi avec des fruits antioxydants. On avait parlé des myrtilles, vous pouvez prendre des framboises, vous pouvez prendre des fraises. Et là, vous aurez une alimentation qui va vous protéger. Est-ce que vous le dites que le foie reconnaît les couleurs ? Absolument, et le foie sait quand vous avez une assiette colorée, il va aller bien. Et d'un autre côté, là on vous parle des aliments Jedi, on peut parler aussi, je trouve que c'est extrêmement important pour vos auditeurs, des aliments que moi j'appelle des aliments LMP. Les aliments LMP, c'est les aliments à prendre le moins possible. Il y a un tableau, parce que si vous vous posez la question de savoir ce que c'est qu'LMP, c'est ça. Ouais. Voilà, le moins possible, c'est beaucoup... certaines viandes, par exemple, les viandes grasses, les charcuteries qui sont riches parfois les charcuteries en conservateurs, en nitrites, qui sont riches en mauvaise graisse et qui, dans les études épidémiologiques, montrent qu'on diminue l'espérance de vie. Vous avez les aliments LMP, vous avez aussi, par exemple, le pain blanc. Vous allez chez votre bon boulanger, comme moi, vous prenez du pain, mais pas blanc, vous prenez du pain complet. Vous avez aussi comme aliment LMP tout ce qui est très sucré, les viennoiseries, on évite. Vous avez les desserts du commerce qui sont extrêmement sucrés aussi, qu'on évite. Et si vous faites attention à tout ça, le plus possible d'aliments Jedi, le moins possible d'aliments LMP, vous allez rendre votre foie heureux, vous aurez la meilleure espérance de vie et la meilleure qualité de vie. Qu'est-ce qui se passe quand on mange de la viande ? Il y a des composés toxiques qui se créent ? Alors, quand vous mangez de la viande, d'une part, ça contient des mauvaises graisses, et d'autre part, la viande contient certains composés comme la carnitine, comme la choline, qui vont être transformés par vos bactéries digestives en un composé qui est un gros mot, triméthylamine, qui va passer ensuite au niveau du foie. Votre foie va le transformer en un autre gros mot, le TMAO, triméthylaminoxyde, qui peut ensuite augmenter le risque de maladie du foie, le risque de maladie des vaisseaux, le risque de maladie du cœur, indépendamment de votre niveau de cholestérol. Et c'est un des mécanismes par lequel manger trop de viande vous fait vieillir. Ça dépend des bactéries digestives que vous avez. On ne sait pas encore aujourd'hui vraiment identifier comment et lesquelles. Ça dépend de vos gènes, et c'est une interaction entre vos gènes, vos bactéries, qui font que la viande peut être toxique. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que même si vous mangez une viande toxique et vous protégez avec une alimentation qui vont protéger les bonnes bactéries, donc riche en fibres. Alors, ce n'est pas la petite salade verte avec votre viande, c'est quelque chose sur le long terme. Eh bien, vous allez protéger votre foie et votre organisme des composés toxiques de cette viande. Donc, la viande, j'irai 2 fois par semaine. Bien. Vous êtes un scientifique, mais vous dites que vos patients vous ont amené à vous intéresser aux plantes d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous avez appris des plantes qui étaient bonnes pour le foie ?
Mais justement, c'est parce que je suis scientifique que je m'intéresse aux plantes. Les plantes peuvent avoir des vertus protectrices et puis des effets délétères. Quand on parle du thé, on parle de plantes. Et vous avez même des médicaments qui sont fabriqués à partir de plantes. Et vous avez des plantes qui ont des effets protecteurs au niveau du foie. On parlait des légumes. Vous avez des extraits d'artichaut qui pourraient protéger le foie, du romarin qui peut protéger le foie. Radis noir, ça marche? Alors, vous avez dans les cultures asiatiques, du vietnamienne ou chinoise, le radis noir qui peut protéger le foie. Et vous avez, à l'inverse, le lieu commun qui dit tout ce qui est naturel est bon et faux. Vous avez en revanche des plantes, et on avait parlé des maladies du foie liées aux plantes, qui peuvent être en revanche très toxiques pour le foie. Comme le millepertuis et puis le pamplemousse. Alors, c'est pas que le pamplemousse est mauvais pour le foie, c'est que si vous avez d'autres médicaments associés à la prise de pamplemousse, vous allez diminuer les capacités de métabolisation des autres médicaments du foie, vous risquez un surdosage. Si vous n'avez pas d'autres médicaments, le pamplemousse est très bon pour votre foie. Le professeur Gabriel Perlemutter sur Beurre FM. Vous réécouterez l'émission en podcast et sur toutes les plateformes, puisque l'émission maintenant est ainsi que beaucoup d'émissions de Beurre FM, vous les retrouvez sur les plateformes de podcast. Je rappelle votre livre Foie 100, comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans, Flammarion Versilio en coédition. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, Philippe. Merci pour l'invitation, et puis pour vos auditeurs, prenez soin de vous. Voilà, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.